direct sur la chaîne Innov TV présente sur YouTube, et vous pourrez le visualiser en direct, notre échange, ou bien le regarder tranquillement depuis chez vous plus tard. On a le plaisir d'accueillir Louis Wetz, il est General Manager de Waterland Private Equity France, un fonds d'investissement avisé pour votre croissance en Europe. C'est le thème de cette conférence, de cette rencontre. Merci Louis. Vous restez debout, vous vous asseyez. Moi, je vais rester debout. Moi, je fais comme vous alors. D'accord, voilà, parfait. Alors peut-être présenter ce qu'est Waterland Private Equity et puis ensuite évoquer le périmètre d'intervention de votre fonds sur les secteurs et de manière géographique. Alors, Waterland Private Equity, d'abord, merci beaucoup de l'invitation à vous et puis à TVT, System Factory, qui sont les organisateurs de l'événement. Donc, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Waterland Private Equity, pour vous présenter en quelques mots, donc, c'est un fonds d'investissement qui a un peu plus de 20 ans, qui est d'origine néerlandaise au départ, donc près d'Amsterdam, et qui est maintenant pan-européen, puisque nous intervenons dans toute l'Europe avec des bureaux dans les principales capitales européennes. Donc une douzaine de bureaux, nous avons à peu près 9 milliards d'euros de capitaux sous gestion, et nous intervenons dans l'accompagnement des entreprises pour leur stratégie de croissance, et notamment de croissance externe. C'est-à-dire que les entreprises qui font appel à Waterland sont en général des entreprises d'une certaine taille qui ont atteint des positions de marché relativement conséquentes dans leur pays et qui souhaitent notamment s'étendre par croissance externe dans d'autres pays européens, ou aux États-Unis ou en Asie, suivant les cas, et qui ont besoin d'un partenaire financier qui a à la fois des ressources importante pour les aider, puisque nous investissons, nous en ce qui nous concerne, notre fonds numéro 8 qui fait 2,5 milliards d'euros. Donc nous pouvons investir sur chaque opération de quelques dizaines à quelques centaines de millions d'euros. Donc un partenaire financier qui a des ressources importantes et qui a également des implantations et des contacts dans toute l'Europe pour favoriser les consolidations au niveau européen. Alors, à quel niveau vous souhaitez intervenir dans les entreprises? Donc, quand vous êtes en prise de participation, c'est comment vous intervenez très concrètement? Alors, en général, ce sont des prises de participation aux côtés d'entrepreneurs, en général, la plupart du temps, ou d'équipes dirigeantes quand c'est une filiale qui sort d'un groupe, mais la plupart du temps, c'est aux côtés d'entrepreneurs. Et ce sont des participations qui peuvent être majoritaires ou qui peuvent être du 50-50, essentiellement. La plupart du temps, pas minoritaire. Alors pourquoi pas minoritaire? C'est une question qu'on nous pose souvent. Essentiellement parce qu'on parle de stratégie de croissance externe avec une multiplication très importante de la taille de la société. En tout cas, c'est le plan de route que nous avons quand nous démarrons un partenariat avec un entrepreneur, et ça implique que l'entrepreneur soit prêt pour réaliser ce plan à laisser à un moment ou à un autre la majorité pour des raisons purement de mise de fonds. Un engagement sur la durée, j'imagine aussi. Un engagement sur la durée. Alors nous sommes un fonds originaire du nord de l'Europe, donc avec une approche plutôt long terme. Je dirais la détention moyenne est autour de 6-7 ans, mais elle peut être beaucoup plus longue quand c'est notre choix et le choix des sociétés que nous accompagnons et des entrepreneurs que nous accompagnons. Il y a des sociétés que nous accompagnons depuis 10-12 ans. Donc j'ai une durée moyenne autour de 6-7 ans, mais qui peut être beaucoup plus longue si l'environnement le nécessite. Avec la sortie du fonds, elle se passe comment dans ces cas-là? C'est l'entrepreneur qui reprend? Elle se passe, oui, alors il peut y avoir différents cas. Ça peut être soit effectivement l'entrepreneur qui reprend, soit un autre fonds. La plupart du temps, je dirais, c'est un autre fonds qui peut nous remplacer. Soit une cotation en bourse, ce qui peut arriver également, ou la cession à une autre société du secteur plus importante qui va souhaiter réaliser la consolidation. Ce qui est certain, c'est que l'entreprise, et ça c'est le cas dans tous les cas, l'entreprise 6 ou 7 ans après, au bout de la détention de Waterland, ne ressemble pas du tout à celle dans laquelle nous avons investi au départ.
Est-ce qu'il y a des exigences en termes de rendement? C'est souvent la question qu'on pose quand les fonds interviennent. C'est souvent une crainte des fois aussi. Bien sûr, il y a des ambitions. Alors c'est plus des ambitions, puisqu'au départ, nous prenons un risque d'investisseur. Nous investissons aux côtés des entrepreneurs. Donc nous avons, au moment où nous investissons, une ambition de rendement sur capitaux investis, oui, qui existe, alors qui peut de TRI, comme les autres investisseurs en capital, 20-25%, voire plus suivant les cas et suivant les risques que nous prenons. Mais voilà, c'est une ambition, et après, tout l'art, je dirais, réside dans la manière de mettre en œuvre le plan, le piloter. Alors nous nous définissons souvent comme un copilote, comme le copilote dans les rallyes. Nous sommes assis à côté de l'entrepreneur, nous apportons des ressources, alors beaucoup de ressources financières bien sûr, mais aussi des ressources en termes d'information, en termes d'aide pour la structuration des opérations d'acquisition et des opérations de croissance à travers l'Europe et dans le monde. Donc un copilote actif, mais avec toujours aux côtés d'un entrepreneur qui garde la main sur le volant pendant ce temps-là. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas juste en arrivée de fonds. Derrière, il y a tout un accompagnement. Il y a une logique de partenariat, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. C'est une logique de partenariat moyen-long terme pour un projet ambitieux. Les entrepreneurs qui travaillent avec Waterland sont des entrepreneurs qui veulent passer d'une taille à une taille beaucoup plus importante et à une position de marché beaucoup plus importante, notamment dans le cadre de consolidation européenne. Alors vous adressez tous les secteurs ou pas encore? Nous n'adressons pas tous les secteurs, nous adressons beaucoup de secteurs, mais bon, il y a certaines choses que nous ne faisons pas. Par exemple, nous ne faisons pas d'immobilier, nous faisons assez peu de BTP, mais bon, pour le reste, je dirais, tous les secteurs technologiques nous intéressent, bien sûr, de digitalisation, les secteurs qui sont liés aux services aux entreprises aussi, à la sous-traitance industrielle, et puis dans d'autres segments, tout ce qui est développement durable, santé nous intéresse également. Et la défense? Et la défense, bien sûr, et la défense. Alors la défense, souvent en tant que des prestataires de services ou des sous-traitants pour la défense, dans lesquels nous avons investi. Nous avons notamment deux sociétés qui travaillent dans l'électronique avec notamment des clients défense. Alors ce n'est pas uniquement des clients défense, mais avec notamment des clients défense, et puis plusieurs prestataires de services informatiques également qui ont dans leurs clients, dans leur spectre de clients, des sociétés qui elles-mêmes travaillent pour la défense, voire la défense elle-même directement. Sur la table ronde précédente, on parlait de cette nécessaire souveraineté technologique européenne. Est-ce que vous sentez être un acteur de cette dynamique-là? Alors, ce qui est certain, c'est que nous sommes bien placés pour aider des sociétés de services, des sous-traitants, et pourquoi pas des OEM, pour les aider dans une consolidation européenne, parce que nous avons les bases, nous avons les bureaux, nous avons les capitaux pour ce faire, et les contacts aussi hors de France pour les sociétés françaises, pour mettre en œuvre des opérations de rapprochement avec des partenaires, alors bien sûr très, très présents au Benelux dans le nord de l'Europe, mais également en Allemagne, au UK et dans les pays latins également. Par rapport à la défense, est-ce que vous avez des attentes particulières? Vous voulez parler de technologie, mais est-ce que demain, ça peut être d'autres secteurs d'investissement, ou est-ce qu'il y en a qui sont finalement qui n'ont pas d'intérêt ou qui ne sont pas dans l'éthique peut-être du fonds? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de restrictions, si ce n'est des choses que de toute façon, pour lesquelles je pense sur lesquels de toute façon on ne serait probablement pas les plus compétitifs, comme les systèmes d'armes actifs et au niveau des OEM. Ça, c'est des choses qu'on fera moins. En revanche, tout ce qui est, ou qu'on fera plus difficilement, en revanche, tout ce qui est sous-traitance, tout ce qui est système de surveillance, tout ce qui est maintenance, etc., c'est des choses qu'on fera volontiers. Plus traditionnellement. Oui, c'est ça, absolument. La dimension duale, c'est aussi un élément clé dans votre décision d'investir, de participer à cette aventure entrepreneuriale? Oui, d'une façon générale. Alors, on est prêt à investir dans des sociétés qui sont essentiellement en défense. On l'a déjà fait. Après, c'est sûr que la capacité pour une société d'utiliser sa technologie, d'utiliser son savoir-faire sur
des applications civiles est forcément un plus, puisque ça, du point de vue d'un investisseur comme nous, puisque ça ouvre d'autres horizons. Souvent, les technologies de défense sont en avance sur de nombreux sujets, mais le fait de pouvoir les décliner sur des applications civiles, évidemment, ça ouvre des perspectives de croissance souvent très importantes. Donc oui, c'est des choses que nous suivons avec beaucoup d'attention. Le process, comment ça se passe très concrètement? On vous appelle, on se rencontre. Ouais, ça prend combien de temps? Voilà, c'est-à-dire, après, bon, effectivement, le plus simple, nous appelons directement un certain nombre de chefs d'entreprise, d'autres nous appellent. Donc voilà, il y a des prises de contact mutuelles qui se font. Et puis ensuite, voilà, il y a un certain nombre, bien sûr, de discussions à avoir sur le projet stratégique, c'est le plus important, sur le projet actionnarial aussi, donc pour peut-être un peu explorer ce qu'on s'est dit ici, mais voir ce que ça veut dire en termes de gouvernance, hein, sachant que je le répète pour tout le monde, nous, il ne s'agit pas de prendre la place du chef d'entreprise, il s'agit d'être un copilote. Bien sûr, on a un certain nombre de droits actionnariaux, donc tout ça, ça se regarde bien avec le chef d'entreprise pour voir s'il est prêt à aller dans un schéma de ce type-là. Il y a bien sûr le plan stratégique, il y a quelques éléments financiers à échanger, et puis voilà, une fois que ces éléments sont échangés, nous on est capable très rapidement de remettre ce qu'on appelle une offre préliminaire, une lettre d'intention, en d'autres termes, aux dirigeants. Et si les termes de cette offre conviennent aux dirigeants, ben on rentre à ce moment-là dans une phase de due diligence qui peut durer 2 mois, à peu près entre 1 et 2 mois, disons, suivant les cas et suivant la complexité, et qui débouche ensuite sur un accord ferme sous réserve d'un certain nombre de conditions, notamment l'IEF, par exemple, l'autorisation à demander systématiquement, mais que jusqu'à présent, on a toujours reçu, bien sûr, qui est les investissements étrangers en France, puisque nous sommes un véhicule de droit néerlandais, même si c'est Europe des 6, c'est quand même un investissement étranger. Donc, il y a un accord de Bercy à obtenir et du ministère de la Défense sur les investissements étrangers. Donc, mais ça prend en général entre 1 et 2 mois et c'est fait en parallèle de l'autorisation, enfin de l'avis du CE quand il y a un avis CE, de la DGCCRF, donc la concurrence, quand il y a un avis concurrence également. Et tout ça, ça prend à peu près 2 mois de plus entre le moment où on signe un accord ferme et le moment où l'opération est consommée, si j'ose dire, avec remise du cash pour la part de la participation qui est cédée aux dirigeants et démarrage proprement dit de notre partenariat. Vous parlez justement de cette notion d'investissement étranger en France, hein, les IEF. Dans le domaine de la défense, il y a des souverainetés nationales, il y a certes cette souveraineté européenne, il y a la souveraineté nationale. Comment ça fonctionne? Quelles sont les garanties qu'on peut apporter peut-être aux acteurs étatiques que finalement cette souveraineté nationale en matière de technologie sera préservée malgré l'investissement d'un fonds étranger? Je pense que, il y a plusieurs types de garanties. Bien sûr, il y a une garantie qui est liée à la personnalité de l'investisseur. Hein, donc, alors pour détailler très rapidement le schéma de fonctionnement d'un fonds comme le nôtre, en fait, nous recevons des fonds à placer de la part d'institutions qui, elles, peuvent venir du monde entier, qui sont essentiellement nord-européennes, mais il y a aussi des Canadiens, des Américains, mais avec un mandat de gestion qui est très très vaste, c'est-à-dire que c'est nous, donc la société, ce qu'on appelle le general partner, donc les associés du fonds, qui sommes responsables de gérer le fonds avec une totale latitude dans toutes les opérations prises de A jusqu'à Z. Donc les institutions qui confient de l'argent n'ont pas de pouvoir et les seules personnes qui en ont sont les associés du fonds. C'est pour ça que l'information qui est demandée par Bercy au ministère de la Défense ne concerne pas les souscripteurs de fonds, on concerne en premier lieu pas les souscripteurs de fonds, bien sûr ils veulent les connaître, mais ils connaissent le fonctionnement. Ce qui les intéresse, c'est quelles sont les personnes physiques qui ont le mandat de gestion en réalité. Et dans notre cas, c'est uniquement des personnes qui sont des citoyens communautaires, c'est-à-dire donc du nord de l'Europe, français et pour l'un espagnol. Donc voilà, après ça c'est en termes, c'est une première partie de la réponse. Après, bien sûr, toute restriction sur
les opérations futures en capital ou autres qui pourraient être demandées dans le cadre d'une opération avec nous par Bercy ou par le ministère de la Défense, du fait justement qu'on s'interdise de céder plus tard à tel ou tel acteur ou de travailler même pour tel client, etc. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut tout à fait trouver un accord. Voilà, c'est souvent des choses effectivement, qui sont discutées au moment de l'opération avec le partenaire dirigeant et puis avec ses clients, ses clients notamment État. Au cas par cas. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Ma première question était quels sont vos critères d'éligibilité ? La deuxième, c'est investissement à quelle hauteur et comment vous le fixez ? Et quels sont les engagements réciproques ? Alors, les critères d'éligibilité pour nous, on a une taille minimum en fait d'investissement qui est liée à la taille du fonds, qui fait que en général, on regarde des sociétés qui ont des excédents bruts d'exploitation à partir de 4 ou 5 millions, jusqu'à 100 ou plus, mais à partir de 4 ou 5. Donc ça, c'est un peu le seuil à partir duquel on peut commencer à intervenir sur une primo-opération dans un secteur. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, une fois qu'on a fait une plateforme, c'est ce qui est arrivé récemment dans les services informatiques, qu'on a racheté comme ça avec l'entrepreneur une première société qui faisait plus de 5 millions de BE, mais derrière on agrège des sociétés qui peuvent être plus petites pour faire grossir le groupe. Mais disons là, notre premier investissement dans un secteur, en général, c'est sur un EBE qui est supérieur ou égal à 4 à 5 millions d'euros. Ça, c'est le premier critère. Après, en termes de prise de participation, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt du 50-50 ou du majoritaire. Et en termes ensuite de fonctionnement et d'obligations réciproques, je dirais que c'est assez bien défini en ce sens que le dirigeant a totalement la main sur tout, sauf un petit nombre de décisions pour lesquelles il a besoin de l'approbation de Waterland et qui sont notamment les décisions qui ont trait au capital, bien sûr augmentation de capital, diminution de capital, rachat d'autres sociétés, souscription de dette, etc. Toutes ces décisions-là, plus évidemment ce qui concerne la sortie pour lequel donc la cession de la société à la fin de la période d'investissement pour lequel Waterland garde la main. Sinon, pour tous les aspects opérationnels, c'est le dirigeant qui reste le maître chez lui comme il l'était avant l'opération. Encore une question. Après, je crois qu'il faut qu'on... Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous participez au conseil d'administration ? Oui, tout à fait. Alors, le conseil d'administration, il est en général, c'est soit quand on est 50-50, il y a autant de membres nommés par le dirigeant que de membres par l'entrepreneur que de membres nommés par Waterland. Quand Waterland est majoritaire, Waterland a une majorité au conseil d'administration et le conseil d'administration est justement responsable de la prise des quelques décisions que je viens d'évoquer. Oui, très vite fait, effectivement, vous constituez finalement aussi un effet de levier pour certaines PME. Est-ce que vous pouvez aussi aider certaines PME plus petites, finalement, à trouver dans votre groupe un ensemble de partenaires qui pourraient être intéressés pour investir dans ces plus petites PME, des PME de 1 million, 2 millions, voilà, qui pourraient servir de relais. Est-ce que ça peut vous intéresser ? Alors, effectivement, nous, on n'investit pas directement dans des sociétés plus petites. Cela dit, voilà, effectivement, on a un réseau relationnel et on peut, sans qu'il y ait d'incubateur Waterland à proprement parler, on peut faire des mises en relation pour les sociétés plus petites avec des gens qu'on connaît, des business angels ou d'autres qui pourraient éventuellement avoir un intérêt pour ces sociétés. Allez, dernière question très rapide. Bon, très rapide, c'est un peu difficile. C'était pour challenger le monsieur, pour avoir. J'ai du mal à comprendre le concept de monter au board. Est-ce qu'il y a un pacte d'associés, de laisser la main aux dirigeants, tout en ayant une porte de sortie favorable quand le responsable de la société a décidé de vendre ou que vous avez décidé de vendre pour lui.
Au demeurant, pour Bercy, à partir du moment où la société reste française et à majorité française, il n'y a pas forcément besoin de ce numéro-là. C'est vraiment parce que vous vous positionnez dans un axe fort d'être majoritaire au sein du board de la société, au sein de l'actionnariat de la société. Alors sur la deuxième question, oui. Alors même si, par précaution, même dans le cas d'un 50-50 ou d'une grosse minorité, souvent il vaut mieux notifier pour éviter les mauvaises surprises après. Mais oui, en fait, c'est effectivement plutôt sur des investissements contrôlants qu'on a besoin des avis de Bercy. Après, voilà, je pense que sur le rôle de l'actionnaire par rapport aux dirigeants, moi, je serais ravi que vous puissiez vous entretenir avec certains de nos partenaires dirigeants d'entreprise. Par exemple, on a un gros sous-traitant électronique qui s'appelle Alliance Electronics, qui travaille notamment, mais pas que, mais notamment pour la défense, voilà, qui pourrait vous expliquer comment ça se passe avec lui. Il est responsable de A jusqu'à Y, je dirais pas de A jusqu'à Z, mais de A jusqu'à Y de tout ce qui se passe dans la société. Puis il y a quelques décisions, effectivement, pour lesquelles Waterland intervient en tant qu'actionnaire, mais si vous aviez un autre actionnaire, lequel qu'il soit, il demanderait aussi, c'est le principe en fait des décisions qui sont en général soumises à un conseil d'administration, donc il demanderait aussi d'avoir son mot à dire sur les investissements au-delà d'un certain seuil, sur les rachats de sociétés, sur les nouveaux financements et évidemment sur la liquidité à terme de l'investissement. Mais pour le reste, le dirigeant reste, et ça j'insiste dessus, reste maître chez lui, et il met en œuvre le plan qu'on a défini ensemble de croissance externe, d'intégration et de développement pour sa société. Merci beaucoup Louis Huetz de ces présentations. Waterland qui est présent sur le salon jusqu'à demain, hein, bien sûr, avec un stand. Et puis demain, on se retrouvera, Louis, pour Invest in Toulon, le deuxième événement où on va faire rencontrer des fonds d'investissement et des entreprises qui ont besoin de grandir et d'être accompagnés. Je serai volontiers avec vous et vous êtes les bienvenus pour prendre un café. Un café, c'est peut-être un peu tard, un apéritif un peu tôt, mais en tout cas pour se voir sur le stand quand vous voulez. Merci beaucoup, Louis. Fin de journée. Merci. Et puis dans quelques instants, on change d'univers. On va parler de dessin, de drones. On va parler de Swarms, de Challenge Swarms. On a un petit peu de mise en place, donc d'ici une dizaine de minutes, on sera complètement opérationnel pour vous présenter ce challenge qui est juste extraordinaire. C'est la deuxième édition. On va en parler avec un certain nombre d'interlocuteurs et puis on va avoir des démonstrations. À tout de suite.